comme je disais tout à l'heure, c'est une grande première mondiale pour moi parce que je n'ai jamais fait ce genre de conférence par Internet. Euh, j'ai fait quelques enregistrements quand il fallait envoyer pour une conférence quelque part dans le monde où je ne pouvais pas y aller. Et j'ai vu que c'était absolument horriblement difficile de parler à un microphone sans avoir le feedback des personnes devant. Maintenant, au moins, je me vois et dans un petit rectangle sur l'écran et au moins je parle avec moi-même en attendant que ça s'anime un tout petit peu. En tout cas, je vois parmi les personnes qui se sont manifestées, je vois beaucoup de connaissances, beaucoup d'amis connus, et je suppose que il y a beaucoup d'autres personnes qui ne se sont pas manifestées, des amis et peut-être des futurs amis. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, mon nom est Nita. Euh, Tout à l'heure, je pensais un tout petit peu à mon parcours et je me disais, voilà, ça fait maintenant plus de 20 ans que je pratique le Reiki, qu'on m'a fait ce cadeau merveilleux du stage de premier degré, que je ne voulais pas, mais que j'ai accepté. Et voilà, plus de 20 ans que je pratique le Reiki et plus de 18 ans que j'ai la maîtrise et que j'enseigne à plein temps. Ça m'a permis d'aller à droite et à gauche, ça m'a permis de connaître beaucoup de monde, ça m'a permis de me connaître à moi-même un tout petit peu plus et, et de mettre en place les modifications, les changements, le plus souvent intentionnels, dont j'avais besoin pour être un tout petit peu plus heureux. Et, et donc, voilà, le temps passe et c'est un processus très intéressant que le temps passant, je connais encore plus de monde qui pratique le Reiki, j'ai encore plus d'élèves, je connais encore plus de techniques et donc j'ai voyagé probablement la planète tout autour, toujours pour le Reiki. Et c'est très très intéressant qu'à un moment donné, je sentais comme il y avait une accumulation des connaissances, j'étais très fier de moi, que je sais de plus en plus sur le Reiki et je peux dire de plus en plus de choses sur le Reiki. Et ensuite, il y a eu l'autre étape euh, pendant laquelle on pourrait dire que j'ai intégré ces connaissances et en quelque sorte retourné à la simplicité du Reiki telle que nous la vivons dans le quotidien, telle que nous apprécions tous, que le Reiki est bon et ainsi de suite, mais que c'est aussi très simple. Et donc, voilà, aujourd'hui, bien sûr, je partage volontiers tout ce que je sais, mais en même temps, évidemment, je me joins à tout le monde qui a cette vision du Reiki. Oui, le Reiki est simple à apprendre, simple à intégrer dans le quotidien et simple à pratiquer par la suite. Ça a toujours été une méthode simple et accessible et c'est censé de rester simple et accessible. Les techniques que nous avons apprises entre-temps ne nous empêchent pas, évidemment, ne nous empêchent pas de garder la simplicité du Reiki. Et, et c'est très intéressant. Comment peut-on garder la simplicité du Reiki quand, par rapport à, je ne sais pas, vous, certainement vous êtes initié depuis très longtemps, mais quand j'ai fait mon premier degré, il y avait tout simplement imposition des mains et rien d'autre. Quand j'ai fait mon deuxième degré, il y avait 3 symboles, une initiation, comment on utilise ces symboles d'une façon très succincte, et voilà, le stage était fini. C'était hyper intéressant et bien sûr que ça a eu un impact très important sur moi et sur ma vie. Mais c'était tout. Et ensuite, on a commencé à ajouter des connaissances, des techniques, et des paratechniques, et des ré-techniques, et de tout cela. Et donc le Reiki est devenu le Reiki Usui, attention, je parle uniquement de Reiki Usui, et le Reiki Usui est devenu vraiment très riche et très, je dirais presque complexe.
Alors, dans cette complexité à laquelle on a ajouté le Reiki Karuna et tous les autres types de Reiki, comment peut-on parler de simplicité? Eh bien, il me semble que la simplicité ne devrait pas concerner la quantité des techniques, le nombre de techniques utilisées, mais la simplicité devrait concerner notre attitude. Notre attitude pendant le traitement, pendant l'auto-traitement et le traitement que nous donnons à une autre personne. Bien sûr, quand j'utilise le mot traitement, c'est implicitement et automatiquement et exclusivement pour dire traitement de Reiki, traitement énergétique et non aucun autre type de traitement. Ça fait partie de ma mention légale et bon, non seulement ça, mais pour que tout soit bien clair. Alors, je disais, la simplicité du Reiki réside, il me semble, réside dans notre attitude et non pas dans le nombre de techniques que nous puissions avoir à notre disposition. Parce que vous avez vu, à chaque fois qu'on a appris une nouvelle technique, on a été content, on s'est senti bien avec cette nouvelle technique et on a eu envie de l'utiliser, de l'expérimenter sur soi, sur les autres. Et au bout d'un certain temps, cette technique est entrée, nous l'avons intégrée tellement que nous n'avions plus besoin aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de penser dans ce traitement, je vais utiliser telle technique ou l'autre technique, mais la technique nécessaire viendra automatiquement, tels que les symboles vont venir automatiquement, tels que les kotodama vont venir automatiquement. Pour ceux qui connaissent les kotodama et l'intégration des sons, vous avez vu au début, c'était vraiment pas facile. C'était même un peu gênant, un peu difficile de se mettre à faire des sons devant une autre personne et on se disait qu'est-ce qu'elle va penser de moi, qu'est-ce qu'elle va penser du Reiki. Et ensuite, ceux qui ont osé, qui ont fait le pas, se sont rendus compte que c'est tellement bon et tellement intéressant que les gens acceptent cette pratique, les sons, les kotodama sans aucun problème. Et donc, on l'a intégré, on l'a accepté et intégré, et on revient à la même chose, le Reiki qui est simple. Cette simplicité du Reiki, donc, que je veux souligner pour commencer ce soir, est très importante parce qu'elle va avoir plusieurs, comment on va dire, plusieurs effets ou plusieurs conséquences. Donc, d'une part, vous vous rappelez à Evian, si vous êtes venu cette année à Evian, Shakuté Minamoto, qu'est-ce qu'il disait? On pose les mains, on lâche prise et on sourit. Et évidemment, je suis entièrement d'accord avec cela. C'est l'attitude à avoir. Donc, d'une part, le praticien, celui qui donne le traitement de Reiki, va être entièrement à l'aise dans sa tête, dans son corps, bien sûr, mais surtout dans sa tête. Et à partir du moment où on est à l'aise, on est tranquille, on est serein dans la tête, on va être à l'aise et serein et tranquille également dans le cœur. Et quand les deux ensemble se trouvent, donc simultanément pendant notre traitement, on va trouver très très facilement cette attitude de lâcher prise dont on a besoin. Une attitude de lâcher prise qui va nous conduire tôt ou tard, qui va nous conduire vers cette intention, l'intention que nous devrions, à mon avis en tout cas, que nous devrions avoir toujours lors d'un traitement de Reiki. L'intention, nous savons, tout le monde sait, on travaille avec l'intention et on dit que lors d'un traitement de Reiki, on ne devrait pas avoir des attentes, mais on doit avoir des intentions claires. Et alors, l'intention que nous pouvons avoir lors de ce traitement, quelle pourrait-elle être? Bien sûr, spontanément et que la personne guérisse. Évidemment qu'elle guérisse le plus rapidement possible, ou au moins qu'elle se sente mieux, qu'elle soit contente d'être venue, et ainsi de suite. Bien sûr, ces intentions et ces désirs, ces souhaits
sont tout à fait normaux et humains. Notamment quand on donne le traitement de Reiki à une personne proche, un membre de la famille, ou plus encore un enfant ou un parent ou sa femme ou son mari. Et c'est humain de vouloir que cette personne guérisse ou qu'elle se sente mieux. Mais en même temps, je me dis, si je donne un traitement à ma fille ou à ma femme, qu'est-ce que je veux pour elle? Pour elle, ce que je veux le plus, c'est qu'elle soit bien et que leur plus grand bien puisse s'accomplir. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, que ce qu'on peut souhaiter le plus pour les personnes que nous aimons, c'est que leur plus grand bien puisse s'accomplir. Et moi, en tant qu'être humain normal, enfin, je me considère normal, plus ou moins, euh, même si je peux avoir le souhait, l'intention, le désir que cette personne-là guérisse, je dois faire un effort probablement assez important, mais en tout cas vraiment conscient, pour remplacer cette tout autre désir et tout autre souhait par simplement le souhait que le plus grand bien puisse s'accomplir pour la personne qui reçoit ce traitement. Alors, le plus grand bien, ou il y a une autre façon de faire ou de dire, d'exprimer cette intention, et cette autre façon pourrait être que ta volonté soit faite et non pas la mienne. Donc, vous voyez, la mienne en tant qu'être humain est que tu guérisses, que tu ailles mieux, que tu sois heureux, mais peut-être ta volonté n'est pas en accord ou en harmonie avec ce que je veux pour toi. Et donc, pour cette raison, ce dont nous avons besoin, ce lâcher prise que nous avons besoin d'intégrer en nous et justement à intégrer cette idée que ta volonté soit faite. Que ta volonté, toi, en tant que récepteur, puisse utiliser le Reiki pour ton plus grand bien et ce plus grand bien, selon ton point de vue, puisse s'accomplir. Voilà. Alors, ça, c'était un des points que je voulais souligner tout particulièrement ce soir. Et ensuite, je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui vient, qui se manifeste. Aussi, peut-être Jean-Paul peut bouger un tout petit peu l'image parce que changer ma photo, voilà, ça va venir d'autres images. Bien plus intéressantes que ce qu'on avait. Voilà, nous sommes là sur le mont Kurama, à l'endroit même où Mikao Usui a fait sa retraite de 21 jours. Et il y aura quelques autres images, quelques autres photos prises au Japon lors des différents voyages. Alors, le fait est que pour ce soir, étant donné que, comme je disais au début, je ne vous vois pas et je ne sais pas qui est là, quels sont vos intérêts, quel est le degré dans le Reiki que vous avez. Peut-être que le plus sympa pour tout le monde serait si vous commenciez déjà à poser des questions. Vous posez par écrit la question, je la vois instantanément et je réponds si je connais la réponse, bien évidemment. Je vous réponds volontiers et peut-être, voilà, ensemble, nous pouvons faire une soirée agréable, intéressante. Alors, comme j'ai proposé, vous savez que je propose 2 conférences par Internet ce soir et le 15 novembre également. Alors, pour ce soir, je vous propose de nous limiter à l'aspect énergie, pratique du Reiki, du point de vue énergie, du point de vue concret. Et le 15 novembre, nous allons parler des 5 idéaux du Reiki, donc la partie spirituelle du Reiki. Mais, enfin, on peut quand même dire que la partie spirituelle du Reiki, même si on la traite dans une conférence à part, c'est une partie indissociable et probablement que la majorité d'entre vous, après avoir été attirés dans le Reiki par
l'idée de l'énergie, ou peut-être par l'énergie de guérison, ou par l'idée de thérapie, ou des choses comme ça. Peu à peu, vous avez découvert autre chose, d'autres dimensions qui sont représentées justement par les transformations intérieures spirituelles euh, euh, que la pratique du Reiki a pu apporter. Euh, alors, j'ai été surprise de l'image de départ avec les deux colonnes du pont, la pyramide et la lumière en haut. Alors ça, Monique, merci pour la question. C'était, étant donné que je n'avais pas présenté un PowerPoint ou quelque chose comme ça, Jean-Paul a eu l'idée de faire une belle image pour que l'écran, votre écran et le mien, ne soit pas entièrement blanc et vide. Il a bien travaillé. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut donner plus d'importance que cela. Il n'y a pas eu d'intention quelconque d'ajouter un symbole maçonnique, en tout cas pas de ma part, et Jean-Paul ne m'a rien dit de ce point de vue. Vous savez, je respecte absolument toutes les traditions et toutes les voies sans aucune difficulté et ça ne me pose ni personnellement ni officiellement aucun problème. Mais voilà, ce soir on parle du Reiki et c'était une idée, je ne sais pas, une image qui est venue comme ça. À partir de maintenant, il n'y aura plus des images de synthèse, mais juste des photos réelles prises au Japon lors de différents voyages. Voilà, donc si vous voulez maintenant poser vos questions ou me donner un sujet pour faire des commentaires, je veux bien. Voilà. Là, le commentaire de Jean-Paul, que les symboles, il n'y a eu aucun sens caché derrière et c'était juste une illustration. D'ailleurs, vous savez, il n'y a pas besoin de cacher les symboles parce que si on a, j'entends un symbole maçonnique ou autre, non parce que si on a une voix comme par exemple la voix maçonnique, ça ne pose aucun problème et il n'y a pas une question de secret. D'ailleurs, vous savez, ça nous amène au symbole Reiki, n'est-ce pas les symboles Reiki, pendant très longtemps, on a dit ils doivent être secrets. Puisqu'ils sont sacrés, ils doivent être secrets. Et finalement, on a créé pendant une certaine période une atmosphère tellement que justement ce désir de secret a fait qu'il y a eu dans un premier moment une personne qui a publié les symboles dans un livre et ensuite une deuxième et ensuite ainsi de suite. Donc il y a eu beaucoup de gens qui ont publié les symboles et que symboles Reiki j'entends. Et que s'est-il passé rien de spécial, rien de terrible, c'est tout simplement dommage de publier des symboles qui sont sacrés et en plus, vous avez vu que la majorité des livres, l'immense majorité des livres qui a publié des symboles, le fond ont publié des symboles erronés du point de vue calligraphique. Attendez un tout petit peu avec les commentaires, s'il vous plaît, pour que je termine cette idée. Donc, dans les livres, ils ont publié des symboles erronés du point de vue calligraphie. Ensuite, il y a eu des questions, soi-disant des questions posées en channeling et en demandant l'avis de je ne sais pas qui, mais il s'est avéré qu'à chaque fois, les réponses étaient très approximatives et que la calligraphie des symboles qu'aujourd'hui nous connaissons sur certains vérifiés, garantis et certifiés par des sources japonaises n'est pas ce qu'on a publié dans la majorité des livres. Donc, publier un symbole, non, on le donne, on le respecte, c'est assez sacré, on le donne lors des stages, de main à main, et je pense que c'est bien plus adéquat.
Euh, d'accord, ok. Donc, je m'endors en faisant du Reiki premier degré et ne déconnecte donc pas. C'est ennuyant. Euh, Carmen Franco ne m'entend plus. Le son est mauvais. Alors, si Jean-Paul peut faire l'image est figée, j'ai l'impression que c'est une question euh, de connexion Internet de mauvaise qualité depuis 5 minutes. Moi, le son est OK. C'est probablement une question de votre connexion parce que moi, je me vois très, très bien ici. Et j'espère, voilà, Jean-Paul dit, ce n'est qu'une question de réception et espérons. Si vous avez une télévision qui est sur Internet, il vaut mieux éteindre la télévision parce que, bien sûr, ça prend des ressources, la télévision sur Internet. Alors, le fait, il y a eu, Didier a posé une question vraiment très intéressante. Je m'endors euh, pendant l'autotraitement et je n'arrive plus à me déconnecter et c'est ennuyant. Alors, se déconnecter, non, parce ça ne pose aucun problème puisque dans le Reiki, on est connecté en permanence, on pourrait dire, non? Et du moment qu'on s'endort avec les mains sur notre corps, ça ne pose vraiment aucun problème. Mais je suis absolument sûr que beaucoup d'entre vous, vous avez fait une autre expérience euh, qu'on n'avoue pas volontiers peut-être, mais moi je ne me gêne pas et je le dis, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, de m'endormir quelques instants, pas une demi-heure bien sûr, mais de m'endormir pendant que je donnais un traitement à une autre personne. Et les premières fois, je me sentais vraiment très très mal. J'étais gêné et je me disais, ouh, qu'est-ce que je fais? Je me fais payer pour dormir et voilà. Mais peu à peu, comprenant qu'en réalité, le passage de l'énergie Reiki ne dépend pas de moi, ne dépend pas de degré de ma présence mentale, mais juste de mes mains qui se trouvent sur le corps de la personne. Alors, je me suis un peu, disons, voilà, j'ai fait la paix avec moi-même et quand ça m'arrivait et quand ça m'arrive de m'endormir un instant, je ne me sens pas mal parce que je sais que l'énergie passe librement. Et supposons qu'on s'endort sur soi-même avec les mains sur son propre corps ou sur le corps d'une autre personne, qu'on s'endort pour de bon. Y a-t-il un problème? Non. Du point de vue énergie, du moins, il n'y a aucun problème, puisque, comme on sait, il n'y a jamais d'overdose de Reiki. Quand le corps que nous sommes en train de toucher n'a plus besoin d'énergie ou ne veut plus prendre de l'énergie, il s'arrête tout simplement. Je ne sais pas si vous avez fait vous-même des expériences comme ça, mais il y a quelques années, j'ai eu un couple d'élèves, c'était un couple de jeunes qui étaient les deux au chômage, et comme ils avaient beaucoup, beaucoup de temps, ils ont commencé à s'amuser et à faire des expériences avec le Reiki. Et ils ont dit, voyons, on donne un traitement non seulement les 3 ou 4 ou 5 minutes réglementaires par position, mais on reste le temps qu'on a, tout le temps qu'on a à notre disposition pour voir qu'est-ce que ça donne, quel sera l'effet. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que effectivement, au bout d'un certain temps, l'énergie baissait dans les mains, le degré de perception de l'énergie dans les mains baissait jusqu'à presque une pause totale. Et au bout de quelques minutes, ça reprenait. Et il y avait encore une fois une courbe, ça montait de plus en plus intense et ensuite ça descendait. Ils n'ont toujours pas déplacé les mains et la courbe a remonté et a redescendu et ainsi de suite. Donc le corps prend vraiment ce dont il a besoin et je ne me pose pas il n'y a aucun souci si on s'endort. Alors, est-ce que quand l'on dort et que l'on a les mains sur son conjoint, on lui fait du Reiki? Euh, alors, oui et non. Pour que l'énergie passe, il faut deux aspects. L'une, c'est notre intention. Ok. Donc, si nous voulons que l'énergie, de mettre à disposition du corps de notre conjoint l'énergie Reiki, elle sera disponible, mais il faut aussi que le conjoint veuille. Donc, le tout premier pas,
il faudra informer votre conjoint que lorsque vous le touchez, il y a l'énergie Reiki de disponible et s'il ou elle veut, il peut la prendre. Par contre, si de temps en temps vous faites comme on me dit, j'ai des élèves qui me disent, mon mari ronfle, et alors si je lui fais du Reiki pendant qu'il dort, est-ce qu'il va ronfler moins? Ça, je n'en sais rien. Mais la question est que faire du Reiki, vous le savez bien, faire du Reiki à l'insu d'une autre personne, ça s'appelle une manipulation. Quand on touche le corps de la personne, ça, du point de vue énergie, encore une fois, ça ne pose aucun problème. Le corps ne prend pas d'énergie, donc il n'y a aucun effet. Mais au niveau intention, notre propre intention, ça veut dire que nous avons essayé de manipuler la personne, donc faire quelque chose à son insu, et ça c'est considéré quand même une manipulation. Donc, chérie, veux-tu que je te fasse du Reiki la nuit quand tu dors et je ne dors pas? Et si le chéri ou la chérie dit oui, alors tout va bien. Voilà, donc Lydie qui dit je recharge ma grille de cristaux tous les jours et j'ai constaté que la recharger le soir, cela m'empêche l'endormissement. 3 heures sans trouver le sommeil. Quel est le meilleur moment pour la recharger? Alors Lydie, le meilleur moment pour recharger ta grille, c'est celui que tu vas découvrir toi-même. Parce que, comme tu dis, recharger la grille le soir t'empêche de dormir. Alors, peut-être que dans l'après-midi ou la journée, tu vas trouver un meilleur moment et tu n'auras pas ce même effet. Nadine, vous connaissez peut-être Nadine, ma compagne, elle le fait habituellement le soir. Elle ne s'endort pas pendant qu'elle recharge la grille, bien évidemment, mais par la suite, elle n'a absolument aucun problème pour s'endormir. Alors, qu'est-ce qu'une grille de cristaux? Ça fait partie de l'enseignement du 3e degré, une utilisation complexe des cristaux. Alors, Liesel qui dit ça doit quand même marcher sans autorisation puisque ça fonctionne pour les animaux ou les choses inertes. Oui, bien sûr que ça fonctionne, Liesel, mais ce que je disais tout à l'heure, il faut faire la part des choses. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect effet énergétique et il y a l'aspect autorisation. Donc, quand je parle autorisation, je parle intention personnelle. Quand je pose mes mains sur un animal ou sur un objet, alors, mon intention est implicite. Voilà du Reiki. Je ne peux pas parler, échanger directement avec l'animal. Quoique, il serait vraiment intéressant de lui transmettre un message mental avant de le toucher, lui dire, voilà, j'aimerais poser les mains sur ton corps pour te donner du Reiki. Mais que se passe-t-il? L'animal n'est pas aussi obéissant que l'être humain. Et si votre chat ou votre chien, ou peut-être votre tigre, si vous en avez un à la maison, ne veut pas du Reiki, il va partir. Il ne va pas rester, il ne va pas se laisser faire juste pour être poli ou juste pour être bien éduqué. Tandis que nous, dites-moi, non, ne me dites pas, dites-vous, quand est-ce la dernière fois que vous avez dit non à votre femme ou à votre mari? Bien sûr, je le sais, on dit non dans différentes circonstances, peut-être souvent, parfois trop souvent, mais en même temps, vous voyez ce dont je parle. Nous sommes tous gentils, nous avons un grand degré, un haut degré de gentillesse à nous-mêmes, et si notre mari ou notre femme nous propose de nous donner un peu de Reiki, nous pouvons lui faire plaisir et nous nous laissons faire. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tandis que l'animal ne se laisse pas faire. Et par le fait qu'il ne se laisse pas faire, il va prendre l'énergie dont il a besoin. Donc voilà, je fais clairement la différence effet énergétique et intention. Si je touche une personne pour faire du bien pour lui faire du bien à son insu, ça va être considéré comme une manipulation. Voilà, j'ai testé sur un chat et lorsque je lui ai demandé son autorisation, il est parti. Ben, exactement ce que je dis. Les animaux savent s'ils veulent ou s'ils veulent pas, s'ils ont besoin ou s'ils n'ont pas besoin. Et
Et donc, ils ne sont pas bien éduqués comme l'être humain et ils partent s'ils n'ont pas besoin. Donc, le fait de demander l'autorisation mentalement, c'est parfaitement respectueux et vraiment bien. Si le sujet des animaux vous intéresse, sachez qu'il y a un livre qui s'appelle Reiki et animaux, non, qui s'appelle Animal Reiki. Il est en anglais. Animal Reiki, il s'appelle. Vous le trouverez facilement sur Amazon sous livre en anglais. Plus de 200 pages, 240 pages je crois, écrit par deux dames maîtres Reiki aux États-Unis et qui donnent pratiquement sur chaque page, vous trouverez un autre cas, la photo d'un autre chien, un chat ou des animaux et elles expliquent ce qu'elles font, comment ça se passe et c'est vraiment très 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 intéressant. On apprend beaucoup de choses en lisant ce livre. Et parmi les choses qu'on apprend est justement les animaux ont besoin, ou plutôt il est tout à fait normal et respectueux de demander la permission à l'animal. L'informer, je veux te faire du reiki, tu veux, tu restes, tu veux pas, tu pars. Ok? Voilà. Tout à l'heure, Jean-Paul me disait aussi qu'il a un chat et il y a 2 ans, il n'a pas été bien du tout. Et en 2010, et que le chat, maintenant, il va parfaitement bien. Et pendant la période qu'il n'allait pas bien, il a reçu beaucoup de règles. Voilà, nous sommes à Kyoto. Le temple d'or à Kyoto, c'est très joli, c'est très beau, et on l'appelle le temple d'or. Et il est vraiment en or. Et, il y a plus de 20 kilos d'or. Les parois sont couvertes avec une fine couche d'or de 24 carats, je pense. Et c'est très beau. Et voilà. Alors, si quelqu'un veut poser une autre question. Alors, combien de temps faut-il attendre entre les initiations de premier et deuxième degré? Alors, ça, c'est une question très intéressante et ça dépend de quel angle on se place. Euh, Lisa, ne t'inquiète pas, ça va revenir. Euh, alors, selon les écoles, on va vous dire qu'il faut attendre entre les degrés un certain temps. Par exemple, il y a une école qui dit premier, deuxième degré, 3 mois. Premier degré maîtrise, 3 ans. Ce sont des écoles qui enseignent en 3 degrés. Ils vont dire 3 ans. Ensuite, après avoir la maîtrise, il faut tant de temps avant d'initier son premier maître, ainsi de suite. Donc, ces délais me paraissent justes, me paraissent harmonieux. Cependant, en imposant des délais entre les différents degrés, nous empêchons les gens à penser et à faire leur propre choix. Et donc, que doit-on savoir? Que le temps minimum obligatoire entre 2 degrés, c'est 3 semaines, 21 jours, un cycle lunaire, le temps nécessaire pour qu'une nouvelle habitude s'installe, et ainsi de suite. Donc vous voyez toutes les significations du chiffre 21. Et donc, en principe, vous passez le premier degré, vous voulez passer le deuxième degré, du point de vue énergie, l'installation de la nouvelle vibration est terminée au bout de 21 jours et vous pouvez passer votre deuxième degré. Quand vous avez passé le deuxième degré, théoriquement, 3 semaines plus tard, 21 jours, vous êtes prêt à passer le troisième degré. Et théoriquement, 3 semaines plus tard, vous passez la maîtrise. Mais ça, je souligne bien, théoriquement, parce que si on peut faire le deuxième degré après 3 semaines, un mois après le premier degré, vous avez vu, vous verrez qu'au deuxième degré, le contenu du deuxième degré est tellement énorme, tellement riche, tellement formidable qu'on a vraiment besoin de temps pour mettre en pratique et vivre tout ce qu'on a appris pendant le stage de deuxième degré. Et on a besoin, pour les plus rapides, on a quand même besoin de plusieurs mois. 3, 4, 5, 6 mois, 1 an. Et ensuite, au troisième degré, pareil, les nouvelles notions ne sont pas aussi denses qu'au deuxième degré, mais on passe à un autre niveau d'énergie, un autre niveau de conscience, et aussi il faut l'intégrer. Donc, je n'ai pas
d'indication après combien de temps on doit passer ces degrés. Mais tout simplement, mon indication est que lorsque vous avez fait un stage et vous avez envie d'aller plus loin, posez-vous ou reposez-vous la question quand, où et avec qui je fais mon stage suivant. Nous savons que la liberté existe, que la liberté existe dans le Reiki encore plus qu'ailleurs peut-être, et que nous pouvons choisir librement avec quel enseignant nous passons le degré suivant, à quel moment, ainsi de suite. Donc, en d'autres mots, c'est nous, en tant qu'élèves, qui choisissons, et non pas le maître. Le jour où vous rencontrez un maître, un enseignant de Reiki, qui va vous dire, tu passes le deuxième degré, tu ne passes pas, tu es prêt, tu n'es pas prêt. Alors, voilà, c'est une attitude avec laquelle je ne suis pas d'accord, que je ne fais pas, parce que c'est une tendance à tomber dans le jugement beaucoup trop facile et beaucoup trop complexe, beaucoup trop dangereuse. Donc, je vous invite, si vous êtes mes élèves ou si vous êtes les élèves de tout autre enseignant, pensez quand, où et avec qui vous devez faire ou vous voulez faire le deuxième degré ou le troisième ou la maîtrise, et tout ira bien. Alors, demandez-vous qu'une personne, avant de se faire initier, qu'elle ait reçu au moins une séance de Reiki avant son initiation. Non, je ne demande pas cela, parce que, encore une fois, si j'imposais ça, ça voudrait dire que j'entre sur le terrain personnel de la liberté de la personne, bien évidemment. Alors, il y a des gens qui ont besoin de recevoir des séances avant de se faire initier. Il y a des gens qui ont besoin de rencontrer personnellement l'enseignant, mais pas pour des séances, mais tout simplement pour parler avec lui ou l'entendre. Ainsi de suite. Donc, chaque personne, encore une fois, est censée de prendre au sérieux ses propres besoins et suivre ces besoins-là. Et si c'est raisonnable, je suis absolument sûr que tout enseignant va accéder aux besoins, aux demandes et aux besoins de chaque nouvel élève. Mais obligatoire, faire quelque chose obligatoirement, non. Le mot obligatoire existe en français et dans toutes les langues, mais pas dans le Reiki. Les mots impossibles, pareil. Ça existe dans toutes les langues, mais pas dans le Reiki. Voilà. Silence total. Peut-il arriver de refuser une initiation, Jacqueline? D'accord. Attendez que tout d'un coup, il y a plein de... Ok, une question. Ensuite, Nalini. Et Karen. Ok, donc là j'ai la dernière question de Lydie. Jacqueline, est-ce que peut-on refuser une initiation? Je disais tout à l'heure qu'on est libre. Donc oui, on peut refuser une initiation. En ce qui me concerne, oui, j'ai refusé une initiation il y a plusieurs années. C'était une initiation de maîtrise. La situation était vraiment hors du commun et hyper complexe et c'était tout à fait normal que je refuse. Autrement, je me garde la liberté de refuser l'accès d'une personne euh, dont je sais pertinemment qu'elle a de mauvaises intentions, non pas par rapport au stage de Reiki ou par rapport à l'utilisation de Reiki. Vous savez qu'on ne peut pas utiliser le Reiki à mauvais escient, on ne peut pas faire du mal avec le Reiki. Mais que elle, cette personne-là, c'est une personne méchante, mauvaise, intentionnellement. Nous sommes tous plus ou moins méchants et plus ou moins mauvais. Mais quand il y a une personne intentionnellement mauvaise qui veut faire intentionnellement du mal aux autres, alors cette personne-là, je me permettrai le jour où elle arrivera de la refuser. Pour l'instant, en 18 ans d'enseignement, à part cette maîtrise que j'ai refusée, je n'ai jamais refusé une autre initiation. Mais théoriquement, l'idée est que oui, on peut refuser. Euh, alors, Karen, le niveau 1 ou 2 ou 3, n'importe,
à tout moment, quand nous donnons un traitement à une autre personne, il peut y avoir des situations quand nous sentons l'énergie passer plus ou quand elle passe moins. Ce passage dépend de au moins deux éléments différents. D'une part, c'est le besoin de la personne. D'autre part, c'est notre propre degré de perception. Le besoin de la personne peut être plus élevé aujourd'hui et moins élevé demain, bien évidemment. Et notre propre perception dépend de quoi? De notre degré de présence. Vous voyez, de notre degré de présence. Et notre degré de présence passe bien évidemment par l'activité mentale. Ce qui se passe dans notre tête, dans notre euh, tendance à juger, et bien évidemment, attention, nos attentes. Nous savons qu'une personne a besoin de beaucoup d'énergie, donc nous attendons que nos mains brûlent, qu'elles chauffent du moins beaucoup, 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 et c'est pas le cas. Il y a tellement d'éléments qui peuvent créer cette situation que ça ne vaut vraiment pas la peine d'essayer de décoder pourquoi je ne sens pas. Je me limite à observer qu'aujourd'hui, mes mains sur cet endroit du corps de la personne ne chauffent pas beaucoup, et point. Avec cela, je m'arrête et je n'entre pas dans un jugement, on va dire, ou même pas tirer une conclusion. Avec le temps, la perception des nains augmente de plus en plus, encore une fois pour plusieurs raisons. Évidemment, notre pratique, évidemment, les initiations reçues, plus on avance avec les initiations, ou plutôt on dit comme ça, mieux dit, plus on reçoit des initiations, plus notre perception se développe. Et aussi, avec la pratique, nous arrivons à un degré de lâcher prise de plus en plus élevé. Ce que je disais tout à l'heure, que ta volonté soit faite et pas la mienne. Et plus on est dans cet état-là, plus il y aura des sensations. Je vous donne un exemple. Hier soir, il y a eu, ici chez nous, nous avons eu notre rencontre partage mensuelle. Et selon la personne et selon le moment, les perceptions, mes perceptions, j'entends, étaient plus intenses ou moins intenses. Et à chaque fois, quand il y a une perception moins intense, je me pose la question, que se passe-t-il? Et 90% des situations, la réponse est, tu n'étais pas présent ou tu n'étais pas assez présent. Donc, vraiment, ça dépend de nous-mêmes et non pas de la personne. En tout cas, c'est pas un souci. Ça, c'était Karen Lydie. Y a-t-il des risques de retour lorsque l'on fait de Reiki sur des personnes gravement malades, y compris à distance? Alors, ça, c'est une question claire. Par le Reiki, non. Il n'y a jamais le moindre retour par le Reiki. Ceci dit, il faut être parfaitement conscient que il y a toujours un échange d'énergie entre la personne et nous, n'est-ce pas? Si nous nous mettons sur la même longueur d'onde que la personne, si nous nous impliquons dans son processus, pire encore, si nous nous identifions à son processus, à ce qu'elle vit, et ça c'est très facile, bien évidemment qu'il y aura un échange énergétique entre le receveur et le donneur. Ceci dit, il n'y aura jamais un échange énergétique aussi puissant, aussi profond, comme pour attraper la maladie. Donc, il n'y a aucun danger. Le pire qui peut arriver est justement un échange d'énergie pas trop harmonieuse. Et si vous ne vous sentez pas très bien à la fin d'un traitement que vous avez donné, ce n'est pas grave. On fait le Kenyoku, on rend grâce pour le traitement que nous venons de donner, et ensuite, nous nous donnons, nous, à nous-mêmes, du Reiki. Si on a le temps, nous faisons l'auto-traitement complet. Si on n'a pas le temps, on fait l'équilibrage des chakras, et voilà, les symptômes que éventuellement nous avons attrapés vont disparaître. Donc, la pratique du Reiki est intéressante de ce point de vue également, que nous ne pouvons pas attraper le mal ou la maladie de la personne. J'ai appris que tu pratiques 4 initiations lors du premier degré. Ça, c'est de la part de Laurence. Pour ma part, je n'ai reçu qu'une syntonisation de la part de mon maître. Quelle différence cela fait-il? Cela fait-il une différence d'école?
C'est tout simplement une différence d'école. En ce qui me concerne, j'ai appris la méthode qui fait pour faire une seule initiation lors du premier degré. C'est une méthode que je sais que ça fonctionne, ça ne pose aucun problème, mais j'ai choisi pour différentes raisons de faire 4 initiations, et malgré le fait que ça me prend plus de temps dans le stage de premier degré, bien évidemment, je considère que les personnes qui m'approchent, les élèves qui viennent vers moi, ça leur fait du bien de recevoir 4 initiations lors du stage de premier degré. Mais si tu as reçu une seule initiation, tu as dû te rendre compte que ça fonctionne quand même, et donc il ne faut pas te sentir ni frustré ni rien. C'est une question d'école. Francisca, comment peut-on choisir de faire de Reiki en étant un mauvais intentionnel qu'il existe tout un tas d'autres pratiques? Euh, alors, bonne question. Est-ce que, Francisca, tu n'as rencontré que des anges sur ton chemin? Malheureusement, et avec le plus de respect possible, je dis cela. Il y a la majorité des gens que j'ai rencontrés sont des gens super bons, super gentils, super aimables, mais comme tout le monde, j'ai rencontré également des gens qui n'avaient pas les meilleures intentions. Euh, alors, très certainement, ces gens-là ne vont pas faire le Reiki pour faire du mal avec le Reiki ou pour l'utiliser pour faire du mal. Ça ne fonctionnerait pas de toute façon, mais ils le font peut-être pour eux-mêmes. Bon, de toute façon, vous voyez, on a des difficultés à nous comprendre à nous-mêmes. En tout cas, moi, j'ai des difficultés à me comprendre moi-même, parfois, et mes propres réactions et émotions et pensées. De là à prétendre que je comprends quelqu'un d'autre et les intentions des autres, ouf, c'est tellement difficile. Carmen. Alors, Carmen, c'est très bien ça. Lorsque je donne du Reiki, je ressens la douleur de la personne aux mains et, et des fois à la partie du corps où se situe la douleur. Alors, euh, a priori, comment je dirais cela? C'est bien, c'est pas bien. Si ces douleurs, si ces sensations sont temporaires, ne durent que juste quelques instants, le temps nécessaire pour toi pour prendre conscience que de ces sensations et ensuite les sensations disparaissent, c'est bien. C'est une façon de manifestation de ton intuition qui te dit, tu donnes un traitement complet et maintenant, à ces endroits-là où tu as eu des sensations particulières, tu vas rester plus longtemps. Donc, n'écoute pas la clochette, ne mesure pas le temps, reste et écoute tes mains. Et quand tu sens que la douleur a diminué, disparu complètement, ou en tout cas le besoin énergétique a disparu complètement, à ce moment-là, on déplace les mains et on peut retourner au rythme ou à la façon soi-disant classique de faire les choses. Voilà. Hein. Je profite pour boire un peu d'eau. Quelle est la durée d'un traitement? Renator, est-ce que tu es initié au Reiki? Alors, la durée d'un traitement pour Renator, la durée d'un traitement dépend bien évidemment du temps qu'on va rester sur chaque position. Une moyenne d'une heure, c'est déjà un bon traitement. Parfois, ça peut prendre un peu plus de temps que cela, bien évidemment, jusqu'à une heure et demie. Vous-même, vous décidez de combien de temps vous avez à votre disposition et il n'y a pas de problème. Théoriquement, avec le premier degré, on est censé de rester 4 à 5 minutes par position, à partir du deuxième degré, 3 minutes. Mais enfin, avec le temps, on est censé également de développer de plus en plus l'intuition, le ressenti, et rester le temps qu'il faut et non plus mesurer le temps. Alors, Bernadette, si tu es fatiguée après le traitement, est-ce normal? Non. Euh, il n'est pas normal que tu te sentes fatigué. Euh,
Déjà, il faut faire la différence entre fatigue physique et fatigue énergétique. Si tu es fatigué physiquement, cela signifie que tu n'as pas réglé ta table de massage à la hauteur correcte, que ton tabouret n'est pas à la bonne hauteur non plus, que le tabouret n'a pas des roulettes, ou en tout cas que tu n'es pas confortable. On sait bien que si on fait le traitement, la personne est allongée sur le lit ou sur un canapé ou par terre, c'est vraiment terriblement fatigant. Donc si ta fatigue est de cet ordre, d'ordre physique, c'est clair qu'il faudra faire quelque chose et régler ta table de massage, trouver les accessoires qui te conviennent. Si par contre ta fatigue est une fatigue de nature énergétique, émotionnelle, voire même mentale, alors cela signifie simplement que ton attitude n'est pas correcte pendant ce traitement. Simplement, je te pose la question et je t'invite à te poser cette question à chaque fois que tu donnes un traitement. Et la question est, qui es-tu? Pendant que tu donnes ce traitement, qui es-tu? Es-tu un thérapeute? Si la réponse est oui, elle est fausse. Es-tu une guérisseuse? La réponse est non. Et donc, en passant en revue les différentes possibles réponses, la seule qui est, de mon point de vue en tout cas, la seule qui est valable et correcte est je suis un accompagnateur. Je suis là pour accompagner la personne sur son chemin, quel qu'il soit. Je l'accompagne avec mes mains, avec l'énergie Reiki et avec ma présence et ma compassion, peut-être si je peux ressentir de la compassion. Et si, avec cette attitude, bien évidemment que ce sera beaucoup plus facile de faire ce traitement et il y aura moins, voire pas du tout d'effets secondaires. Donc vous avez trouvé certainement la phrase dans mon manuel de premier degré qui dit si suite à ce traitement il y a une guérison, ce n'est pas grâce à moi. Et si suite à ce traitement il n'y a pas de guérison, ce n'est pas à cause de moi. Donc ça, cette phrase exprime exactement ce que je voulais dire. Je suis un accompagnateur et les résultats, les effets de ce traitement ne dépendent pas de moi. Alors, Nathalie, comment peut-on différencier l'énergie Reiki de celle du magnétisme? Je ne suis pas sûr qu'est-ce qu'elle veut dire la question. La différencier au niveau ressenti ou au niveau utilisation. Le magnétiseur, donc quand il s'agit de ressenti, une personne qui est magnétiseur et qui fait du Reiki également va certainement avoir la capacité de ressentir. Quand il s'agit d'une différence, de comment nous faisons la différence quand nous donnons, alors c'est une question d'intention. Voilà, je suis magnétiseur, je suis praticien de Reiki. J'ai devant moi une personne, je lui fais un traitement d'énergie. Et pendant, mettons, par exemple, pendant 30 minutes, je vais donner du magnétisme, et pendant 30 minutes, je vais faire du Reiki. La position des mains ou la façon de poser les mains ne va pas forcément changer. Par contre, mon intention va changer et c'est ça qui va tout faire. L'intention va faire que j'utilise le magnétisme ou j'utilise le Reiki. Et c'est parfaitement compatible et concevable, ça ne pose aucun problème. C'est pour cette raison que si vous connaissez différentes techniques énergétiques, vous pouvez les enchaîner, non pas les mélanger, non pas faire Reiki, magnétisme et je ne sais pas quelle autre technique énergétique simultanément, parce que là, c'est vraiment la ratatouille. Mais l'une après l'autre, ça ne pose vraiment aucun souci. Donc, Didier, attendez que je me rattrape un tout petit peu. Alors, après, Laurence, je ne sais toujours pas comment. Arrêtez juste un tout petit peu avec les questions pour que je puisse rattraper. Je ne sais pas comment proposer un sommet. Je suppose que vous lisez tous ces questions, donc je n'ai pas besoin de les relire à haute voix. Oui, ça c'est une grande question, Laurence. Comment proposer un traitement, une séance de Reiki à une autre personne? Alors,
C'est vraiment important, et je te remercie pour la question, parce que en fonction de notre façon de répondre à cette question, ou des mots que nous allons utiliser dans cette situation, euh, c'est en fonction de cela que notre attitude lors du traitement ou de la séance que nous donnons va se mettre en place. Donc, quand vous proposez un traitement de Reiki à une autre personne, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que le Reiki? Le Reiki est-il une thérapie de guérison? Et si c'est une thérapie de guérison, est-ce que vous pouvez garantir que la personne va guérir? Donc voilà deux questions et chacune a la réponse non. Le Reiki n'est pas une thérapie de guérison. Le Reiki n'est pas, dans le Reiki on ne peut pas garantir, ni promettre évidemment et ni garantir une guérison. Alors qu'est-ce qu'on va promettre à la personne ou qu'est-ce qu'on dit à la personne? Alors je te propose des séances de Reiki. Le Reiki est une technique énergétique. Elle se fait par un léger toucher devant et derrière le corps, un certain nombre de positions devant et derrière. Grâce à cette séance de Reiki, tu vas recevoir ou tu vas prendre toute l'énergie dont tu as besoin. Toute l'énergie dont tu as besoin à un moment donné. Eh bien, c'est ça que je te propose. De l'énergie. Ensuite, ton corps et ta conscience vont utiliser cette énergie pour atteindre un mieux-être. Parfois pour déclencher le processus d'auto-guérison, d'autres fois non. Mais moi, je ne peux pas aller jusqu'à déclencher ce processus de guérison et donc automatiquement, je ne peux pas promettre quoi que ce soit comme guérison. Mais je promets que par le Reiki, la personne va pouvoir se charger, recharger, remplir en énergie. Et si on regarde un tout petit peu autour, comment le processus d'auto-guérison a lieu? Ce processus d'auto-guérison dépend d'énormément de paramètres, d'énormément d'éléments. Mais parmi tous ces éléments et parmi tous ces paramètres, il y en a un, je m'excuse un peu, parmi tous ces paramètres, il y en a un qui est primordial, et ça, c'est le niveau d'énergie. Vous allez prendre le médecin le meilleur du monde, le thérapeute le meilleur du monde, ou la méthode la meilleure du monde, et vous appliquez sur une personne qui est gravement malade et qui est dans un manque d'énergie total, absolument total, il est difficile d'imaginer qu'il y aura une guérison. Bien sûr, les miracles existent, les exceptions existent, mais à la base et a priori, une personne qui a un niveau énergétique très très bas ne pourra pas guérir, ne pourra pas vivre une transformation réelle dans sa vie. Donc, ce que vous promettez, c'est non pas la guérison, parce que vous ne pouvez pas vous permettre cela en conscience. Non seulement que la loi ne le permet pas, mais en conscience. Vous ne pouvez pas promettre une guérison, mais vous pouvez promettre un meilleur niveau énergétique, un mieux-être au niveau énergétique. Vous pouvez lui dire que lors du traitement, elle va atteindre un niveau de relaxation extraordinaire, rarement une relaxation de ce genre, n'est-ce pas? Lors de cette séance de Reiki, la personne va se reposer, elle va peut-être même s'endormir, et cette fois-ci, ça va être un sommeil très profond, un de ces sommeils réparateurs, profondément réparateurs. Donc, ça c'est la vérité, non pas seulement, vous me comprenez bien, non pas que nous n'avons pas le droit de parler de guérison, mais laissant la loi de côté, c'est bien sûr qu'il faut la respecter, mais éthiquement et humainement, ce serait un mensonge, un gros mensonge de dire moi, en tant que praticien de Reiki, je vais te guérir, parce que évidemment, vous ne pouvez pas guérir. Et donc, c'est là le problème que beaucoup de praticiens de Reiki rencontrent, qu'ils ne savent pas comment dire tout cela. Donc, je suis praticien de Reiki, je te propose des séances de Reiki d'énergie, ça va te remplir du point de vue énergie, ça va te relaxer extraordinairement, et grâce à cela, tu pourras déclencher ton propre processus d'auto-guérison plus facilement. Voilà. Alors, juste un tout petit peu avec les questions. Y a-t-il des énergies négatives sur une personne et si oui, arrive-t-on à les enlever? Théoriquement, il y a des énergies négatives sur toutes les personnes
Et oui, on peut non pas les enlever, mais grâce à la présence du Reiki, et plus il y a du Reiki, plus ces énergies négatives vont être dissoutes. Et moins une personne a d'énergie négative, plus elle aura tendance à cultiver les pensées positives et donc émotions positives et énergie positive. Euh, Voilà, Bernadette avec la fatigue physique, bien évidemment, achète-toi un tabouret avec des roulettes. Dans les grandes surfaces, on trouve, et c'est vraiment très très intéressant. Euh, LG Zen qui dit il faut se protéger avant de faire une séance. En France, le Reiki est mal perçu, mais le non-magnétisme passe mieux. Alors, si je comprends bien, c'est deux idées différentes. Il faut se protéger avant de faire une séance. Non, je ne me protège pas. Euh, vous savez bien le principe de la protection. Plus on se protège, ça veut dire qu'on a peur. Et plus on a peur, plus on est vulnérable. Donc, c'est pas une question de protection, mais de clarté mentale. Comme je dis tout à l'heure, je suis un accompagnateur, je ne suis pas un guérisseur et ça ne pose aucun problème. Donc, bien sûr, avant de commencer, je me suis préparé comme d'habitude, la table de massage, le décor et tout cela. J'ai fait le Kenyoku. Vous connaissez le Kenyoku, sinon trouvez-le sur Internet, c'est facile. Je fais le Kenyoku, je fais mon centrage et ensuite, bien sûr, je fais au deuxième, troisième degré, j'active les symboles et tout cela et ensuite je pose les mains. Donc la question de protection ne me concerne pas. Je ne pense pas que nous avons besoin de nous protéger. Juste à notre tête, être parfaitement clair. Carmen ne donne pas du Reiki. Bien sûr, bien sûr. Donc certaines personnes ne donnent pas de Reiki dans le dos parce que l'énergie va aller toute seule s'il donne devant. On va dire comme ça, si les circonstances concrètes, pratiques ne le permettent pas, il est parfaitement acceptable de ne faire que sur le devant du corps, bien évidemment. Par contre, si les circonstances le permettent, alors il est vraiment intéressant de faire devant et derrière. Non pas parce que l'énergie ne saurait pas aller toute seule là où il le faut le plus, mais voilà, pour expliquer ça, imaginez-vous la situation suivante. Imaginez-vous que vous avez un jardin ou un potager, si vous préférez, de 1000 mètres carrés. Vous devez arroser votre jardin. Et vous avez deux possibilités. L'une est, vous prenez votre tuyau d'arrosage et vous commencez à arroser mètre carré par mètre carré. Au bout d'un certain temps, tout votre jardin est bien arrosé et tout va bien. Deuxième possibilité, vous prenez votre tuyau d'arrosage, vous ouvrez l'eau bien évidemment, et vous le placez tout simplement au centre de votre terrain, et vous attendez que l'eau s'écoule peu à peu dans tous les sens, parce que bien évidemment, l'eau va s'écouler dans tous les sens, et au bout d'un certain temps, tout votre jardin va être arrosé, il y aura suffisamment d'eau sur tout votre jardin. Mais la question est, ici, c'est une question d'efficacité, de temps, et d'autre, c'est une question de gaspillage. Même si, donc, d'une part, la question du temps, je vais arroser mon jardin de 1000 mètres carrés en faisant mètre carré par mètre carré beaucoup plus rapidement et plus efficacement que si je mets le tuyau au centre du jardin. Deuxièmement, si je mets le tuyau au centre du jardin, il y aura plein d'eau, beaucoup trop d'eau, inutilement beaucoup d'eau au centre du jardin, et dans les coins, il faudra que j'attende très très longtemps. Donc, quand on dit l'énergie Reiki va directement à la cause, va là où il le faut, on fait référence justement à la cause. Donc, je donne le traitement des jambes, je donne le traitement derrière. Grâce à cela, tout le corps a été traité, tout le corps a été touché, et toute l'énergie nécessaire va aller harmoniser la cause du problème le plus urgent et le plus important, que je ne sais pas lequel c'est, n'est-ce pas? Donc, j'espère que je suis suffisamment clair. C'est vraiment la façon la meilleure, la plus efficace et la plus rapide de faire le traitement complet. Euh, alors,
si on sent qu'une personne a besoin, lui dire qu'on peut l'aider. Qu'on peut l'aider comment? Et automatiquement, si je te dis, je peux t'aider, tu vas me poser la question, donc tu vas me guérir, et la réponse est non. Donc ça déclenche euh, des discussions peut-être un peu ambiguës et compliquées inutilement. Donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je te propose des séances de Reiki et ça c'est relativement clair, non? Alors, peut-on pratiquer du Reiki sur une personne diagnostiquée démente? euh, La question pour les personnes qui sont perturbées mentalement est la suivante. Savez-vous vous comporter avec une personne qui a une maladie mentale? Si la réponse est oui, alors faites tout le Reiki que vous voulez. Si la réponse est non, alors abstenez-vous. Donc, ce n'est pas la question que le Reiki est compatible ou n'est pas compatible avec une personne qui a une maladie mentale, mais c'est moi qui suis peut-être très limité dans mes connaissances et je ne sais pas comment me comporter. Donc, voilà, je ne sais pas conduire un avion, je ne vais pas prendre un avion pour faire une promenade. C'est à peu près la même chose. Euh, Est-il possible qu'un maître rate une initiation, qu'un élève ne se sente pas initié au deuxième degré? Alors, euh, deux réponses, non, oui. Alors, est-il possible qu'un maître rate l'initiation? La réponse est non. Si la personne qu'on appelle maître est vraiment initiée au niveau de maîtrise, donc elle a la capacité de faire des initiations, il n'y a pas d'initiation ratée. Par contre, j'ai rencontré pas mal de personnes qui considèrent que leur stage a été raté. Donc, l'enseignement, le vécu du moment a été raté, mais non pas l'initiation en soi. Et donc, leur manque et leur frustration se trouvent plutôt à ce niveau-là, au niveau intellectuel et non pas au niveau énergétique. Mais, vous savez, nous sommes co-créateurs. Et nous sommes co-créateurs dans tous les domaines de notre vie, dans tous les sens, dans le sens bon, dans le sens moins bon, positif, négatif et tout cela. Et à cause de cela, euh, à cause de cela, nous pouvons créer ou décréer des sensations. Nous pouvons créer des idées ou dans lesquelles nous allons croire, ou nous pouvons euh, créer des sensations ou effacer des sensations. Vous voyez? Donc, tout cela, c'est très subjectif. Et du moment que nous avons tiré une conclusion, ce maître n'est pas bon, par la suite, on peut tirer facilement la conclusion, son initiation a été ratée et c'est pour ça que je ne sens rien. Le fait de ne pas sentir grand-chose, au deuxième degré, notez bien, ça c'est un autre aspect relativement fréquent. Avec le deuxième degré, on a un nouvel élément qui est introduit dans notre pratique, les symboles. Les symboles, il y en a certains qui sont plus simples graphiquement et il y a d'autres qui sont très complexes graphiquement. Le temps nécessaire pour intégrer le traçage des symboles, pour intégrer ces nouveaux gestes et cette nouvelle attitude, va faire que nous allons être très occupés mentalement. Et donc, parce que nous sommes occupés mentalement, nous ne pouvons pas placer notre attention à deux endroits différents, mental et au niveau de la perception dans les mains, nous pouvons avoir l'impression qu'il y a moins de perception. Vous verrez au bout de quelques semaines, au pire quelques mois, la perception dans les mains revient et revient de plus belle. Alors, on m'a transmis le protocole d'IPE mais sans aucune pratique. Faut-il imaginer aspirer la forme du problème ou l'enlever par petits morceaux? Les deux sont-ils justes? Y a-t-il moyen de voir des vidéos? Quelqu'un l'expliquer comme vous le faites par exemple dans le DVD de Trévière. Alors, non, à ma connaissance, il n'y a pas de vidéo avec l'intervention psycho-énergétique. Et c'est vraiment, vraiment dommage. C'est une technique extrêmement intéressante, mais en même temps, elle est très, très, très complexe. Et pour cette raison, à mon avis,
si je ne sais pas expliquer, faire une démonstration et expliquer, et ensuite que les élèves pratiquent un stage, je préfère ne pas la donner, tout simplement. J'ai placé cette technique dans mon manuel de troisième degré que vous trouverez en librairie. Bien sûr, je l'ai placé parce que je sais que le protocole a été déformé, modifié, changé peu à peu au cours des années. Et il me semble qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais changé le protocole. Je suis parvenu, je suis arrivé à comprendre ce protocole, cette technique de mieux en mieux. Je sais l'expliquer de mieux en mieux, mais je ne l'ai pas changé. Euh, donc, pour éviter toute cette déviation et ces changements, j'ai publié le manuel du troisième degré, mais je vous suggère de tout cœur, trouvez-vous un enseignant qui vous le montrer. Un enseignant qui lui-même ne pratique jamais l'IPE, il ne saura pas quoi montrer, il ne saura pas le montrer. Donc voilà, posez la question avant d'aller au stage de troisième degré, qui est un niveau super, hyper important et intéressant. Assurez-vous que l'enseignant va vous présenter, que vous allez recevoir tout ce que vous attendez de ce stage. Voilà. Bon, euh, il est 21h13 et tout va merveilleusement bien dans notre monde. Ce soir, moi, je ne suis pas euh, pressé et on peut rester tout le temps que vous souhaitez. Mais voilà, si vous avez encore des questions, posez-les. Et comme ça, on peut continuer la conversation. Probablement que vous êtes en train d'écrire tous maintenant et je me retrouverai avec 10 questions tout d'un coup. L'image vient de changer. C'est que vous voyez là, c'est le mont Fuji. Le mont Fuji, vous voyez, il y a encore de la neige, c'est en plein été, euh, non, c'est pas en plein été, c'est le mois de novembre. Hein. Au fait, fin octobre, plus précisément, dernière semaine d'octobre, et c'est pas encore très enneigé, et c'est d'un angle plutôt intéressant. Ouais. Peut-on rendre plus agréable la vie dans une maison en envoyant du Reiki? Lydie. Oui, Lydie, bien sûr. La vie dans une maison peut être beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressante si on envoie du Reiki. Mais il faut être bien conscient que si dans une maison, les énergies ne sont pas très agréables, il y a une cause. Donc, la cause, les causes sont de différentes natures, bien évidemment. On peut avoir des causes telluriques, on peut avoir des causes énergétiques, et les causes énergétiques, le plus souvent, viennent de notre propre part. Donc, la meilleure recette pour avoir une belle énergie à la maison, c'est de la créer, de l'entretenir. Une belle énergie vient de notre cœur et de notre tête. Et quand cette énergie est là d'une façon stable et constante, nous aurons une belle énergie. Et on peut envoyer du Reiki en plus, ça va être encore mieux, ou encore le Reiki à distance va faire que les petits moments quand nous nous retrouvons dans le creux de la vague, l'énergie Reiki va nettoyer cette énergie qui est non harmonieuse. Mais encore une fois, je renvoie la responsabilité à chacun d'entre nous, parce que tel que vous maintenez de l'ordre et vous passez l'aspirateur de temps en temps, et une fois que vous avez passé l'aspirateur, vous faites attention de ne pas salir, ne pas faire des tâches, ainsi de suite. Au niveau énergétique, c'est exactement la même chose. On fait attention et il y aura moins de problèmes énergétiques. Euh, voilà. Ensuite, faut-il préparer la pièce ou l'homme pratique le Reiki? Didier, je pense que ce serait intéressant de prendre le manuel de Reiki 1
et lire tout cela, parce que oui, il y a quelques petites préparations qui sont un peu plus complexes à partir du deuxième degré, mais même au premier degré, il est bon de préparer la pièce d'une façon simple et concrète. Cédric, que peut-on donner comme indication sur le nombre de séances à prévoir? Ah, ça c'est une bonne question. Alors, combien de séances à prévoir? Minimum 4 séances. Ça, on connaît la règle. Pour que l'énergie puisse se manifester suffisamment, il nous faut un minimum de 4 séances. Et au bout de ces 4 séances, la personne aura 4 séances consécutives, attention. Et au bout de 4 séances, la personne aura ressenti suffisamment pour pouvoir prendre une décision elle-même. Je continue ou je ne continue pas. De toute évidence, quand une personne est malade, très malade, quand elle est souffrante, quel que soit ça, le type de souffrance physique ou non physique, les 4 premières séances vont faire qu'elle va sentir une différence. Et à partir de là, elle aura probablement tendance à vouloir continuer. Après ces 4 premières séances, on va étaler peut-être pas tous les jours, à moins qu'il s'agisse bien évidemment d'une maladie grave, et alors il est important de faire tous les jours. Mais sinon, on peut étaler 2 à 3 séances par semaine, peut-être 2 seulement, et pendant un certain temps. C'est toujours la personne qui va décider combien de temps, puisque nous ne pouvons pas prévoir à l'avance. Quand elle considère que c'est bon, pour une raison ou une autre, on arrête et on respecte sa décision, bien évidemment. Le traitement le plus long que je connais, que j'ai jamais entendu parler, c'est un traitement qui a duré 10 mois. Pendant les 10 mois, la personne concernée a reçu du Reiki 5 jours par semaine, de lundi à vendredi. Il y a eu plusieurs praticiens, non seulement la même personne, mais ils ont changé, ils ont fait un tour de rôle pour pas que ça devienne trop lourd. Mais en tout cas, il y a eu 10 mois de traitement. Je n'ai pas compté combien de séances exactement, mais imaginez-vous, de lundi à vendredi pendant 10 mois. C'est pas trop mal. Carmen. Est-ce que j'ai l'intention d'éditer les manuels en allemand? Moi, je veux bien, mais j'attends un éditeur allemand et quelqu'un qui les traduise. Parce que je ne parle pas allemand et bien sûr, ils doivent être traduits correctement, préférablement par une personne qui pratique le Reiki, et ensuite, voilà, faire les démarches pour trouver un éditeur allemand. J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cela. J'ai tellement de choses à faire et tellement de voyages et de stages que je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cela. Mais si tu veux t'en occuper, Carmen, c'est vraiment volontiers. Pratique pas. Excuse-moi Didier, je ne comprends pas dans le commentaire pratique pas pratu, pardon. Donc voilà. Alors Lisela parla per prendere sur le Mont Kurama, je n'ai rien vu d'autre sur l'écran blanc. Probablement c'est encore une fois une question de bande passante et c'est pour ça que les images ne passent pas. Mais j'espère que vous m'entendez suffisamment bien. Quelle différence entre le Reiki et l'énergie universelle? Ok, donc l'énergie universelle, si on parle de la méthode du maître Dang, donc en tant qu'autre technique, bon, il y a une différence relativement importante. Personnellement, je ne suis pas initié à la méthode de maître Dang, mais je connais beaucoup de personnes qui le sont et qui sont satisfaites par les deux méthodes, par l'utilisation des deux méthodes, et le Reiki et l'énergie universelle. Non seulement que les initiations sont différentes, mais la façon de travailler est différente, les effets sont différents. Et voilà, il y a quelques années, j'ai eu une élève qui m'a dit, élève et amie qui m'a dit, qui était initiée aux deux, elle dit, de mon point de vue, l'énergie universelle, c'est le SAMU,
et le Reiki, c'est la clinique. Donc, il y a apparemment des techniques et des gestes qu'on fait dans l'énergie universelle pour agir en urgence. Et ensuite, il y a tout le chouchoutement, si on peut dire comme ça, tout ce que le Reiki apporte, y compris au niveau émotionnel, spirituel. Apparemment, l'énergie universelle n'apporte pas ces aspects-là par rapport à l'énergie spirituelle et émotionnelle. Alors, si par contre on parle de l'énergie universelle qui est donc non pas en tant que technique, mais en tant qu'énergie universelle, énergie cosmique, énergie divine, bien sûr, il n'y a pas de différence. L'énergie universelle d'amour, c'est le Reiki. Et le Reiki est l'énergie de la fréquence la plus élevée que l'être humain peut capter en ce moment. Donc, le Reiki est l'énergie de la fréquence la plus élevée que l'être humain peut capter en ce moment, librement et aisément. Si je n'ai pas pratiqué le Reiki depuis plusieurs années, comment reprendre? Tout simplement en faisant son autotraitement comme d'habitude, sans aucune différence. Pour intellectuellement, peut-être qu'on peut avoir besoin de lire un livre, peut-être même aller assister. La majorité des enseignants acceptent les anciens élèves en invité, donc en tout cas c'est mon cas, j'accepte jusqu'à 5 personnes par stage en tant qu'invité, donc des anciens élèves, et on revoit un tout petit peu ce qui s'est passé, un peu peut-être que la compréhension est différente, peut-être qu'il y a de nouvelles techniques, et ainsi de suite. Quand on vient en invité, on ne reçoit plus les initiations, bien évidemment, puisqu'elles sont valables à vie, et ensuite on fait son autotraitement naturellement. Les perceptions viendront peu à peu, et il suffira de quelques jours, au pire quelques semaines, pour arriver au même niveau de perception que pendant la période quand on pratiquait assidûment. Alors, mon maître Reiki s'est fait elle-même initier à un autre Reiki, Shambhala. Il n'y a pas de symbole à ce qu'elle en dit. Du coup, elle ne peut plus être initiée. Du coup, elle ne peut plus initier quelqu'un au Usui? Non, je ne partage pas cet avis. Alors, par rapport au Shambhala, on a énormément parlé, on a fait beaucoup de commentaires, et on va dire comme ça. Déjà, pour commencer, le Shambhala s'appelait le Reiki Shambhala. Ensuite, les gens qui pratiquaient le Shambhala ont fait, disons, la différence entre le Shambhala et le Reiki Usui. Bien sûr, il fallait le faire. Initialement, le Shambhala était tout simplement un mélange de toutes les techniques Reiki, toutes les écoles et tous les symboles Reiki. Par la suite, ça a évolué, ça a changé et tout cela. Moi, en ce qui me concerne, je respecte toute pratique et tout schéma énergétique, spirituel des autres personnes. La seule question qui me dérange un peu par rapport au Shambhala est que certains maîtres, il faut le dire bien, certains, pas tous, font des initiations, comment on va dire, de New Age ou de la dernière minute ou super rapide, initiation dans le TGV, c'est-à-dire on prend samedi matin madame et monsieur tout le monde, je dis cela avec tout le respect bien sûr, qui n'ont jamais touché à l'énergie, qui ne savent même pas ce que c'est l'énergie, et dimanche soir, ces personnes-là rentrent chez elles, maître Reiki Shambhala. En 2 jours, on a fait tous les degrés et on rentre chez soi, maître Reiki Shambhala. Ça, avec cela, je ne suis pas d'accord, bien évidemment. Mais par contre, quand il y a des maîtres Shambhala qui enseignent d'une façon correcte et classique, niveau par niveau, week-end après week-end, j'ai une amie qui a passé la maîtrise avec moi et à un moment donné, elle a découvert le Shambhala et elle a trouvé que ça lui convient vraiment. Et donc, elle a commencé à enseigner le Shambhala, mais de cette façon, un niveau par week-end, et alors ça me paraît adéquat et respectueux et correct. Donc, ça c'est mon opinion. De toute façon, les gens qui font comme ça l'initiation de 0 à la maîtrise en 2 jours, ils vont, je n'ai pas de doute, ils vont argumenter, ils vont expliquer pourquoi cela.
Et je respecte leur opinion, mais je respecte la mienne également. Est-ce que un maître quelqu'un qui fait du Shambhala ne peut plus faire des initiations de Reiki Usui? Je ne crois pas. Mais si ton maître a dit que c'est comme ça, alors ça c'est sa vérité, ça c'est sa réalité, et il faut la respecter. Jacqueline, qu'apporte de plus le Reiki Karuna? Le Reiki Karuna est un système complémentaire au Reiki Usui. C'est pas en parallèle comme la grande majorité des autres systèmes Reiki qu'on présente. On a ajouté quelque chose, on a enlevé quelque chose et voilà un nouveau système. Mais on se retrouve avec les mêmes symboles et des techniques très semblables et ainsi de suite. C'est pas le cas pour le Reiki Karuna. Le Reiki Karuna est un système inédit, une méthode inédite et qui est complémentaire au Reiki Usui. Si vous avez déjà le deuxième degré ou plus, vous comprendrez un peu mieux. Dans le Reiki Karuna, il y a 8 symboles qu'on reçoit au niveau praticien. Le niveau praticien dure 2 jours. Et on reçoit 2 initiations qui nous permettent d'utiliser ces symboles. Et grâce à ces symboles, ou plutôt l'énergie de ces symboles, va agir d'une façon plus ciblée sur des aspects bien précis de la personnalité ou de l'énergie de la personne concernée. S'il fallait comparer les symboles Usui et les symboles Karuna, on veut dire comme ça, mais tout en simplifiant au maximum, comprenez-moi, non? Que les symboles Usui agissent d'une façon générale, globale, et les symboles Karuna agissent d'une façon focalisée sur des aspects précis de la personne. Donc, de mon point de vue, c'est un système super intéressant. Ça vaut la peine de se faire initier et c'est un réel plus. Cédric. Alors, les soins en centre hospitalier, ça se fait un peu partout en France. Ça se fait de plus en plus. Euh, même si, pour commencer, le Reiki dans les hôpitaux en France a été un peu boycotté, il y a eu des problèmes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, bien sûr que ça, on va dire, je ne sais pas si le mot boycotter est le plus adéquat, mais en tout cas, il y a des intérêts, des organismes, des organisations et des personnes qui n'aiment toujours pas que les thérapies complémentaires ou les méthodes complémentaires fassent leur entrée dans les hôpitaux. Ce sont certainement des intérêts commerciaux, des intérêts financiers. Mais le fait est que, qu'on le veuille ou pas, il y a de plus en plus d'hôpitaux et de plus en plus de maisons de retraite et de plus en plus de cliniques qui utilisent le Reiki en tant que méthode complémentaire. Donc, tel que ça devrait être utilisé. Nous avons des équipes de médecins super spécialisés, super bons, qui font un excellent travail. Mais ces médecins-là n'ont pas appris, et c'est pas leur rôle, de travailler au niveau énergétique. Les praticiens de Reiki n'ont pas appris, et n'est pas leur rôle, de travailler avec les diagnostics, avec les médicaments, avec la technologie, avec les opérations, et ainsi de suite. Donc, chacun joue son rôle très important, et donc un praticien de Reiki ne va jamais entrer sur le territoire d'un médecin, mais le praticien de Reiki, en toute humilité, il va compléter le travail extraordinaire que le médecin a fait. Donc, je répète, c'est une question de compatibilité, de complémentarité aussi au niveau énergétique et non pas autre chose. Ça se fait de plus en plus. Je l'ai fait, j'ai initié dans des hôpitaux, j'ai donné des traitements dans des hôpitaux et il n'y a jamais eu de problème. Selon le type d'établissement, c'était plus ouvert ou disons plus le personnel respectait plus ou moins ce qui se passait dans la pièce. Mais sinon, je n'ai jamais eu le moindre souci et tout va bien. De toute façon, vous savez, dans les cliniques et dans les hôpitaux, j'estime un minimum un tiers, mais probablement plus, du personnel qui est initié à une pratique énergétique complémentaire quelconque, Reiki ou autre chose. Donc vous voyez que le personnel a déjà tendance à introduire ces techniques d'abord pour eux-mêmes et peut-être même pour les patients.
Si une personne que j'ai initiée n'a pas pu faire correctement son traitement de 21 jours, dois-je la réinitier ou peut-elle reprendre à zéro son traitement de 21 jours? Alors, tant pis pour elle. C'est dommage, je veux dire, c'est dommage pour elle. Si elle n'a pas fait ses 21 jours, elle a loupé une belle période, une belle façon de découvrir le Reiki et de se découvrir. Mais c'est tout ce qu'elle a perdu, cette découverte du Reiki et découverte personnelle. Les initiations sont valables, les initiations ne sont plus nécessaires à être faites, et à tout moment, la personne peut commencer ses 21 jours. Et ici, j'aimerais souligner un autre aspect. On parle beaucoup des 21 jours. Et répondez spontanément à cette question. Une fois que vos 21 jours ont été terminés, qu'avez-vous fait? Avez-vous continué ou vous vous êtes dit, ok, 21 jours terminés, je m'arrête. Alors, si vous vous êtes arrêté, cela signifie que, mettons, vous prenez à partir de demain, pendant 3 semaines, vous mangez, et au bout de 3 semaines, vous ne mangez plus. Ça équivaut à cela. Ou après 3 semaines, vous allez manger uniquement quand vous avez faim. Et ça, c'est pas vrai non plus. Vous allez boire uniquement quand vous avez soif et uniquement parce que vous avez soif. Donc, vous voyez ce que je veux dire. C'est une question de routine qu'il faut inclure dans le quotidien. Et une fois les 21 jours passés, on est censé de continuer à faire son autotraitement aussi souvent que possible. Vous vous rappelez ce que Madame Takata disait? Qu'il est bon d'avoir à la semaine plus de jours avec le Reiki que 100. Donc, minimum 4 jours par semaine, obligatoirement consécutifs, et ça fait du bien. J'ai entendu certains maîtres faire peur avec l'utilisation du Reiki Karuna. Si on n'est pas assez respectueux, on risque une claque magistrale de la part de l'univers. Francisca, je ne vois vraiment pas la connexion avec le Reiki Karuna. Vous vous rendez compte que si on n'est pas assez respectueux, on risque une claque magistrale de la part de l'univers, quelles que soient les circonstances, qu'on soit initié au Reiki ou pas. La seule différence, c'est que lorsqu'on fait du Reiki, on est un peu plus conscient du processus karmique de cette loi qui dit que ce qu'on sème, on récolte, et ainsi de suite. Mais autrement, le Reiki Karuna est là pour nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être heureux, d'être harmonieux, d'être bien dans cette vie. Mais pas pour nous faire peur ou pour nous compliquer la vie ou pour nous faire du mal. Donc, non, je suis désolé, je ne peux pas être d'accord avec ce mélange. Des praticiens Karuna qui n'osent pas l'utiliser, c'est parce qu'on leur a dit de ne pas l'utiliser, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont aucune expérience. Et donc, on ne peut pas faire un choix si on n'a pas assez d'expérience. Je ne sais pas d'où vient une idée pareille, mais le Reiki Karuna, on va dire comme ça. Vous connaissez peut-être des personnes qui ont passé leur premier ou deuxième ou troisième degré, qui ont eu des effets secondaires plus ou moins violents, plus ou moins forts, suite à ces initiations. Eh bien, si on compare avec le Reiki Karuna, les effets secondaires sont 150 000 fois moins violents, moins forts, quand il y a. Et avec la différence que le plus souvent, quand il y a un effet secondaire suite au stage de Karuna ou aux initiations de Karuna, on le comprend très facilement ou plus facilement et plus rapidement qu'avant. Donc, on est à notre niveau de conscience et c'est un outil en plus et non pas pour compliquer la vie. Parce que si c'était pour compliquer la vie, je n'en serais pas ici. Je ne l'enseignerai pas. Je suis initié et je connais au moins une douzaine d'autres systèmes de Reiki. J'ai fait le choix d'enseigner le Reiki Usui, le Reiki Karuna, le Usui Teate et le Gendai Reiki-Ho. 4 systèmes, dont le Teate et le Gendai, je les enseigne dans un seul stage, uniquement pour les enseignants, uniquement pour les maîtres. Donc j'ai fait ce choix parce que je me sens le mieux, le plus à l'aise avec ces systèmes. Et j'ai fait ce choix aussi parce que c'est ce qui me semble à moi qu'il m'apporte le plus
le plus de mieux-être, de bien-être, de bonheur et de travail personnel. Donc, le Karuna entre dans les outils privilégiés et non pas dans, je sais pas, il faut pas avoir peur de ça. Est-ce que les 21 jours sont à faire après chaque degré de Reiki? Effectivement, on doit faire les 21 jours après chaque degré de Reiki, avec la petite nuance qu'après la maîtrise, on n'a pas 21 jours à faire, mais moitié en plaisantant, 21 ans. Et au bout de 21 ans d'autres traitements quotidiens après la maîtrise, on en parle. Personnellement, je n'ai que 18 ans de maîtrise. Au niveau 1, certains utilisent le symbole Reiki. Qu'en pensez-vous? Alors, bonne question. Est-ce que l'idéogramme Reiki est un symbole? La réponse est non. L'idéogramme Reiki n'est pas un symbole, est un idéogramme et beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de cet idéogramme qui soi-disant est un symbole. Il y a pas mal d'années, un maître Reiki parfaitement respectable et responsable, et un monsieur vraiment très 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 bien, a introduit ce symbole, cet idéogramme dans le Reiki en tant que point de focalisation. Sans plus, il l'a dit clairement, ce n'est pas un symbole, vous n'êtes pas initié à un symbole pour pouvoir l'utiliser en tant que symbole Reiki, mais en tant que point de focalisation pour votre contemplation, méditation, contemplation. Impeccable. Je suis tout à fait d'accord avec cela et je salue et j'admire cette idée qu'il a eue. C'est vraiment, je vous invite à faire cela. Prenez l'idéogramme Reiki et méditez, contemplez et ça va vous apporter une réelle paix intérieure. Mais peu à peu, dans la transmission des générations de maîtres en génération de maîtres, ce message a été déformé, comme ça arrive souvent malheureusement, et à un moment donné, on a commencé à transmettre l'idéogramme Reiki en tant que symbole Reiki, et avec un nom bien défini à lui. Un nom qui a une sonorité japonaise, en tout cas exotique, orientale, pas d'ici. Et suite à cela, il y a des gens qui disent, voilà, moi au premier degré, j'ai reçu un symbole. Ce n'est pas un symbole, c'est un point de focalisation, méditation, contemplation extraordinaire, mais sans plus. Voilà. Alors, je suis toujours dans les autotraitements quotidiens depuis plus de 2 ans. Félicitations, Liselle. Marina, au niveau 1, certains... Ah oui, ça on a dit. Ah oui, il y a aussi une chose. Dans certaines écoles, on donne, au premier degré, on donne un vrai symbole, le symbole de pouvoir, qui est censé être donné au deuxième degré. Il me semble que donner un symbole au premier degré, ce n'est vraiment pas adéquat. C'est pas le moment. Au premier degré, la focalisation est sur les mains, sur le passage de l'énergie, l'utilisation de l'énergie, ainsi de suite. C'est au deuxième degré qu'on doit donner les symboles. En plus, il y a peut-être une nuance que ça ne va pas être comprise par toutes les personnes ce soir, uniquement par les maîtres, mais je la dis quand même. La nuance est que si on donne un symbole au premier degré, on va obligatoirement devoir modifier le processus, le protocole d'initiation. Et modifier un protocole d'initiation est une responsabilité tellement énorme, tellement lourde, que, en ce qui me concerne, je ne suis pas prêt à la prendre. Donc, je ne suggère à personne de modifier ou changer quoi que ce soit dans le protocole d'initiation pour, voilà, comme on dit, sous peine de modifier un protocole qui fonctionne impeccablement bien et le transformer en quelque chose qui fonctionne bien, mais plus impeccablement bien. Voilà, je pense que il est 21h40, waouh, 21h40, le temps passe vite finalement, et on va dire la question de Laurence maintenant, c'est la dernière, et à faire Francisca et Laurence. Francisca, que devraient faire les gens qui ont soi-disant été initiés au symbole Reiki? Doivent-ils abandonner cette idée? Et lors de la maîtrise, doivent-ils renoncer à ce qu'ils ont appris? Alors,
les gens qui ont été initiés soi-disant au symbole Reiki, et ça serait dommage de l'abandonner, mais remettre en question tout simplement cette pratique. L'idéogramme Reiki n'apporte rien du point de vue pratique, du point de vue autre que focalisation mentale. Donc on peut continuer à présenter cela tel quel et non plus comme symbole. Éventuellement, si vous voulez, si vous êtes dans ce cas, vous avez certainement la lignée de votre maître et vous pouvez remonter jusqu'à Claude Vidal, monsieur Claude Vidal, qui a introduit cet idéogramme dans le Reiki. Contactez-le et parlez avec lui. Il va vous dire certainement la même chose. Monsieur Claude Vidal est un monsieur vraiment très bien, un enseignant vraiment très très bien et parfaitement, entièrement respectable. Et probablement que lui aussi regrette que son enseignement ait été mal compris et mal transmis. Voilà, donc je pense, Francisca, que j'ai répondu à ta question et remonte ta lignée et va aussi haut que possible pour peut-être arriver à Claude Vidal. Et si tu regardes sur ta lignée, même maintenant tout de suite, tu vas trouver son nom et tu vas voir que j'ai raison. Donc, la dernière question de Laurence. J'aimerais connaître ton opinion concernant le tracé des symboles de pouvoir dans un sens pour activer l'énergie et dans l'autre pour ne pas augmenter l'énergie, comme par exemple dans le cas de tumeur. Cette idée m'embrouille. Alors, Laurence, tu es tout à fait normal que tu te sentes embrouillé par une idée comme ça. La question est la suivante. Que fait-on? Que faisons-nous plutôt? Faisons-nous du Reiki ou faisons-nous du magnétisme? Parce que si nous faisons du magnétisme, alors la question a tout son sens. La spirale est un geste qui est fait par les magnétiseurs étant dans beaucoup de cultures, des pratiques de guérisseurs différentes. Et effectivement, il y a cet effet d'augmentation et diminution de l'énergie. Par contre, nous, dans le Reiki, nous n'avons pas cet aspect-là. L'énergie, tout le monde le sait, je le répète et je le souligne, l'énergie ne vient pas du dessin. L'énergie ne vient pas du dessin. L'énergie d'un symbole vient de 4 éléments différents, complémentaires, et qui, grâce à la complémentarité de ces 4 éléments, l'énergie du symbole est présente. Ces 4 éléments sont l'initiation, l'intention, le son et le dessin. L'initiation qui nous octroie les capacités énergétiques pour activer le symbole. L'intention qui fait que nous pouvons activer ce symbole-là. Parce que, rappelez-vous, quand vous étiez en train d'apprendre dans la période d'apprentissage des symboles et vous étiez concentré sur le tracé, sur les traits, il n'y avait pas d'énergie. Dès que vous avez tracé le symbole pour l'activer, l'intention était différente, l'énergie s'est activée. Et ensuite, le son, le kotodama qui est contenu dans le mantra du symbole. Et finalement, le dessin qui est un point de focalisation. Point de focalisation, l'énergie ne vient pas du dessin. Donc, avec cela, je pense que c'est clair. On est initié au Reiki, on utilise les symboles Reiki, et si on trace le symbole de pouvoir dans un sens, dans l'autre, voire même comme certaines écoles dans le monde qui tracent un double symbole, l'énergie va être toujours la même. Hémisphère nord, hémisphère sud, ou probablement sur Mars, c'est pareil. Nathalie, pourquoi le Reiki est rejeté par l'Église catholique? Oups. Alors, je réponds à cette question volontiers, vraiment, et on va dire que c'est la dernière. Comme vous savez, tout a commencé aux États-Unis. Il y a plusieurs années, il y a beaucoup d'années, le Reiki est entré dans les hôpitaux aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a 40% des hôpitaux aux États-Unis qui proposent le Reiki. Mais avant toute cette histoire, il y avait beaucoup plus que cela. Et alors, aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Les hôpitaux doivent s'autogérer.
Ce qui fait que certains hôpitaux sont gérés par l'Église catholique, d'autres par les musulmans, d'autres par les juifs, ainsi de suite. Donc, il y a des hôpitaux qui appartiennent carrément à une confession ou à une religion. Et il y a aussi d'autres hôpitaux qui ont d'autres tendances ou d'autres lignées, n'est-ce pas? Le Reiki est entré également dans les hôpitaux gérés par l'Église catholique. Et à un moment donné, il y a eu la question, l'Église catholique des États-Unis s'est posé la question, est-ce que le Reiki est compatible avec la foi chrétienne? Apparemment, il y a eu une étude qui a été faite à ce sujet, et en 2009, au printemps 2009, le mois de mars, si je ne me trompe pas, lors de la réunion annuelle des évêques aux États-Unis, la réponse a été donnée. Et la réponse a été, le Reiki n'est pas compatible avec la foi catholique, parce que il y a plusieurs éléments qui ne sont pas, voilà, qui font que c'est pas compatible. Ces éléments sont, si je me rappelle bien, à peu près les suivants. Dans le Reiki, on enseigne de croire en soi. Dans le Reiki, on n'utilise pas des plantes ou des produits naturels. Dans le Reiki, on enseigne que la guérison vient de l'intérieur. Et on n'enseigne pas que la guérison vient de Jésus-Christ ou de la Vierge. Pour ces raisons, le Reiki n'est pas compatible avec la foi catholique, la foi chrétienne. Si vous êtes catholique et chrétien, personnellement, j'ai la foi, j'affirme clairement que j'ai la foi, même si je ne suis pas catholique, je suis né en Roumanie et je suis baptisé orthodoxe, mais j'affirme clairement que j'ai la foi. Et de mon point de vue, le Reiki est entièrement et totalement compatible avec la foi chrétienne ou toute autre foi, bien évidemment. Au fait, nous savons que le Reiki va au-delà d'une religion ou d'une foi quelconque. Mais voilà, ça c'est la réponse par rapport à la question catholique. Bien sûr, ces indications des États-Unis ont été reprises par certains évêques et par certains prêtres en France et un peu partout dans le monde. Et voilà les indications qui sont données. De mon point de vue, le Reiki est une voie qui m'a aidé et qui m'aide encore à être une meilleure personne, à m'aimer un peu plus et à donner autour de moi un peu plus d'amour. Et je pense que m'aimer et aimer mon prochain fait partie d'un des idéaux de l'Église chrétienne, catholique et de toute foi et de toute spiritualité authentique qu'on va trouver n'importe où dans le monde. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cet échange. Merci Jacqueline pour ton commentaire. Merci Didier et merci à tout le monde pour vos questions et pour votre aide. Bien sûr, merci à Jean-Paul qui a été là, qui nous a aidé avec le côté technique et qui a mis en place tout cela et qui a eu l'idée de ce genre de conférence. Et alors, je vous donne rendez-vous le 15 novembre, toujours à 20h, pour la deuxième partie, pour parler de la partie spirituelle du Reiki des 5 idéaux. Attention, j'attire votre attention dans la revue, si vous êtes abonné à la revue papier, la nouvelle lettre Reiki Form, j'ai fait une erreur, on a marqué 15 décembre, mais c'est pas 15 décembre, c'est 15 novembre. Voilà, merci, on a merci à vous deux. À vous deux, c'est à Nadine et moi ou à Jean-Paul et moi, hein? Oui, merci. Bonne soirée et à bientôt.